Le 1er juillet 1997, le Royaume-Uni rétrocédait Hong Kong à la Chine. Le concept « un pays, deux systèmes » était lancé pour la première fois. Pour marquer le 20e anniversaire de ce moment historique, de très nombreuses activités et célébrations étaient organisées, avec notamment une grande cérémonie en la présence du président chinois Xi Jinping. Un accueil chaleureux alors qu'Hong Kong se prépare au grand jour. Le 30 juin, le président chinois Xi Jinping a inspecté la garnison de l'armée populaire de libération à Hong Kong, qui a pris la relève des forces britanniques pour défendre Hong Kong lors de son retour à la Chine. Plus de 3000 soldats étaient alignés en 20 formations à l'intérieur de la caserne de Shek Kong. Déployé également, le matériel fabriqué en Chine est composé de véhicules blindés, d'hélicoptères et de camions de communication militaire. Une garnison qui est la seule au sein de l'ALP à réunir tout à la fois des éléments de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Le 1er juillet, date du 20e anniversaire du retour de Hong Kong à la Chine, Carrie Lam a prêté serment en tant que nouvelle chef de l'exécutif de Hong Kong. Elle s'est engagée à servir la Chine et Hong Kong et à respecter la loi fondamentale, la mini-constitution de la ville. Moi, Carrie Lam, jure qu'en tant que chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la République populaire de Chine, que je respecterai la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la République populaire de Chine, prête allégeance à la région administrative spéciale de Hong Kong, de la République populaire de Chine et servirai la région administrative spéciale de Hong Kong avec conscience, pleinement et en accord avec la loi, de façon honnête et avec intégrité et en toute responsabilité vis-à-vis du gouvernement central, de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong. Le gouvernement de Carrie Lam a également prêté serment en présence du président Xi Jinping. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter Madame la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de France à Hong Kong. Bonjour Madame. Bonjour Lufan. Merci d'être avec nous. Ce matin, vous venez d'assister à la cérémonie de prise de fonction du 5e gouvernement régional de la RS de Hong Kong. Quelles sont vos impressions et quelles sont vos attentes pour Madame Carrie Lam? Bien sûr. Donc une cérémonie très particulière, effectivement, les 20 ans de la rétrocession et puis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement de Madame Carrie Lam. L'occasion pour la communauté d'affaires, bien sûr, d'avoir une vision sur le prochain gouvernement et ce qui attend Hong Kong dans les 5 années à venir. À un moment très particulier puisque l'économie de Hong Kong a bien sûr été transformée sur les 20 dernières années et que nous sommes à nouveau à l'aube d'une nouvelle ère, à la fois pour Hong Kong et puis bien sûr dans le contexte de la croissance chinoise qui continue à être très importante. Donc les attentes que nous avons aujourd'hui au niveau de la communauté d'affaires, c'est bien sûr la consolidation de Hong Kong et puis de cette zone de la province du Guangdong et du delta de la rivière des Perles. Oui. Nous avons une économie très diversifiée, bien sûr, à Hong Kong. Les 4 piliers traditionnels qui sont toujours très forts et dans lesquels la communauté d'affaires française est particulièrement présente. Et puis une économie aussi en transformation avec toute cette économie digitale, les nouvelles technologies qui se développent à la fois à Hong Kong, bien sûr, à Shenzhen, à Canton, dans toute la région, et qui certainement vont apporter énormément de bouleversements pour toute l'économie hongkongaise dans les années à venir. Le président chinois Xi Jinping a déclaré dans son discours que dans la conduite des affaires quotidiennes, le 5e gouvernement doit être guidé par le principe fort « un pays, deux systèmes » et l'observer dûment. Il a souligné que la question de la souveraineté était non négociable. Nous devrons gérer correctement les relations entre la région administrative spéciale de Hong Kong et le gouvernement central. Notre tentative visant à compromettre la souveraineté et la sécurité de la Chine a défié le pouvoir du gouvernement central et l'autorité de la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong, ou à se servir de Hong Kong pour mener des activités d'infiltration et de sabotage contre le continent, constitue un acte franchissant la ligne rouge et est absolument inadmissible.
Pour ce qui est de l'avenir de Hong Kong, le président chinois Xi Jinping a déclaré que le gouvernement central continuera de soutenir son développement et de l'encourager à apporter sa contribution aux grandes stratégies de développement. Le gouvernement central continuera de soutenir la chef de l'exécutif et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong, tout en exerçant une gouvernance fondée sur la loi. Nous allons soutenir l'économie croissante de Hong Kong et l'amélioration des conditions de vie, en usant de sa force pour faire progresser l'initiative Ceinture et Route, la région de la Grande Baie, l'internationalisation du Renminbi et d'autres grandes stratégies de développement. Et le président Xi Jinping a prononcé un discours Oui. vers la fin de la cérémonie. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'était un discours évidemment très solennel et très important pour Hong Kong. Il a d'abord rappelé l'histoire particulière de Hong Kong et puis le rôle que la doctrine un pays deux systèmes a joué et continue à jouer dans le développement de Hong Kong. Il a aussi tracé les grandes lignes de ce qu'il voit comme des opportunités très importantes pour Hong Kong, à la fois la ceinture, la route, et puis bien sûr l'intégration dans la China Bay Area, qui certainement seront les deux points prometteurs de l'avenir de Hong Kong. Selon les données du Consulat général de France à Hong Kong et à Macao, le nombre des ressortissants français ici à Hong Kong a doublé en 10 ans. Oui. Alors maintenant, combien d'entreprises françaises sont basées ici à Hong Kong et dont combien de multinationales? Alors, selon les statistiques que nous avons à la Chambre de commerce française, nous avons aujourd'hui plus de 750 entreprises françaises enregistrées, dont plus de la moitié qui sont en réalité multinationales ou des filiales de grands groupes ou de PME françaises. Donc une présence très riche et, comme vous l'avez dit, effectivement, qui a doublé sur les 10 dernières années. C'est un parcours assez exceptionnel pour la communauté d'affaires française et qui traduit à la fois le dynamisme, bien sûr, de Hong Kong, mais aussi la capacité d'exportation des entreprises françaises dans cette région du monde, qui s'est traduit par beaucoup de succès. Dynamique contrastée internationale, Hong Kong, une des villes les plus compétitives du monde entier, a son charme unique pour attirer des milliers de gens venant des 4 coins du monde. Véronique Hubert, c'est une jeune fille belge. 3 ans avant, elle était encore étudiante en master à Shanghai. Afin de poursuivre son amour, elle a choisi de s'installer à Hong Kong. Aujourd'hui, tous les deux, avec son copain, ils n'ont plus envie de quitter cette ville charmante. Le cadre de vie est quand même exceptionnel. Hong Kong est un hub en termes de business, le quartier d'affaires est très développé, c'est très axé professionnel, mais en même temps il y a la nature qui est juste à côté. Je me sens complètement comme chez moi en fait, et bien installée ici, bien intégrée. Si tu me donnais un billet d'avion pour rentrer en Europe aujourd'hui, ce serait non. Thibaut de Montvallon est un Français qui travaille à Hong Kong depuis 7 ans. Il est directeur de la zone d'Asie d'une société française de bateaux à voile de haut de gamme. Quelques mois après sa naissance, ses parents ont déménagé de France pour travailler à Hong Kong et c'était son expérience initiale avec la Perle de l'Orient. Selon lui, pendant ces 2 décennies du retour de Hong Kong, le commerce extérieur de la Chine a connu d'énormes changements. À l'époque où mes parents travaillaient ici, l'activité de mon père, c'était essentiellement de faire du trading et donc de l'import-export, acheter des marchandises qui venaient de Chine pour être exportées. Aujourd'hui, moi, je travaille pour une société française qui se construit tous ses bateaux en Europe et je viens pour importer des produits ici. Selon Monsieur de Montvallon, les 2 décennies du retour de Hong Kong ont permis aux entrepreneurs étrangers résidant à Hong Kong de connaître et explorer profondément le marché chinois. Étant la porte ouverte primordiale de la Chine à l'international, Hong Kong amène la grande région de la baie dans la voie de transformation de l'usine mondiale vers le marché mondial. C'est important que Hong Kong garde cette place-là de porte d'entrée vers la Chine. Il faut bien sûr continuer à encourager le dynamisme de la ville hongkongaise, de Hong Kong, c'est-à-dire continuer à faire en sorte que ce soit une place forte, que ce soit au niveau financier, au niveau économique. Mes attentes sont que le gouvernement chinois continue à supporter Hong Kong dans ce qui a fait sa réussite, c'est-à-dire cette porte d'entrée vers la Chine et ce moteur économique.
Aujourd'hui, Hong Kong forme un point solide et long entre le marché chinois et celui international. D'Eldorado de l'époque à capitale mondiale des capitaux, cette ville centenaire ouvre toujours ses bras pour accueillir un avenir brillant. Pourquoi y a-t-il autant de Français qui vivent et travaillent à Hong Kong et que pensez-vous sur l'environnement économique ici à Hong Kong? Très bonne question puisque c'est une croissance assez exceptionnelle que nous avons connue à Hong Kong, à la fois en nombre de ressortissants français et de nombre d'entreprises qui se sont implantées. Plusieurs facteurs certainement ont contribué à cet essor. Le premier, c'est d'abord que les entreprises françaises ont été présentes sur les secteurs qui ont fait et qui font la force encore de l'économie hongkongaise. Des infrastructures à la construction, du commerce, aux produits de luxe bien sûr, à la restauration, mais aussi la finance, le monde des assurances. Tous ces secteurs-là ont connu une croissance particulière et il se trouve que les entreprises françaises, les entrepreneurs français ont bénéficié de cela puisque nous avons des champions dans ce domaine. Le deuxième facteur qui a certainement contribué à cette croissance, c'est tout simplement le fait que Hong Kong ait permis aux entreprises et aux entrepreneurs français de s'installer et de prospérer par tout ce qui fait aujourd'hui l'avantage de Hong Kong, c'est-à-dire un système juridique très sûr, une facilité de création, une liberté de constitution de société. On sait que Hong Kong est classé régulièrement comme l'économie la plus libre au monde et les entreprises et les entrepreneurs français en ont bénéficié et en bénéficient toujours. Voilà, donc ces deux facteurs-là ont fait qu'on a eu à la fois une croissance dans le nombre d'arrivées des Français, mais aussi dans une prolongation de la durée de séjour des Français et des entreprises qui sont établies ici. Un grand nombre de Français, en réalité, restent à Hong Kong bien plus longtemps que par le passé. C'est à Hong Kong qu'on peut observer l'horizon le plus étonnant du monde. Mais tout a commencé à petite échelle. Le petit village du sud de la Chine n'était qu'un point sur la carte avant que les Britanniques ne le conquièrent et le placent sous leur domination coloniale. Mais ce qui rend Hong Kong si particulier, ce n'est pas ce que les colons ont apporté, mais ce qu'ont fait les colonisés. En quelques décennies, Hong Kong est devenu l'une des économies les plus libres et les plus dynamiques au monde. En 1997, Hong Kong a été rétrocédé à la Chine, mais son autonomie et son caractère unique sont restés intacts. En fait, la ville a réalisé ses plus grands combats contre une épidémie et autres prédateurs financiers. Mais une chose que Hong Kong ne devrait jamais combattre, c'est sa patrie, qui a toujours apporté sa force à la région. Même aujourd'hui, Hong Kong sert toujours de pont reliant la partie continentale au monde. Mais ce lien n'est pas sans interrogation. En tant que région administrative spéciale, les douleurs croissantes et la confusion politique en ont aveuglé beaucoup et troublé la vie d'encore plus de personnes. Alors que le reste de la Chine se développe, Hong Kong ralentit. La ville insulaire a perdu une partie de son ancienne gloire. Ses habitants peinent à trouver leur place au sein de la nation. Le parc est comme la ville, nul ne serait capable de dire qui vient de Shanghai, du Guangdong ou du Fujian. D'ailleurs, personne ne s'en soucie. Ils viennent ici pour apporter un changement. Parfois, ils se frottent les uns contre les autres ou s'opposent les uns aux autres, mais ils trouvent toujours un moyen de remonter ensemble la pente. Comme je suis arrivée à Hong Kong depuis une semaine et j'ai mené des interviews, j'ai entendu dire que Hong Kong n'est pas seulement une métropole dynamique, mais aussi un centre culturel marqué par la différence des cultures orientales et occidentales. Est-ce que vous partagez l'impression ?
Absolument. C'est vrai que Hong Kong est surtout vu comme une place financière, économique. En réalité, c'est aussi une place culturelle. On voit énormément de festivals se développer. La France a contribué à la richesse de la vie culturelle hongkongaise, notamment par le festival du French May, qui fête aujourd'hui, cette année, ses 25 ans, et qui fait partie intégrale du programme culturel annuel à Hong Kong. Mais on a vu tout simplement un développement à la fois des manifestations musicales, théâtrales, artistiques de manière générale, et puis un développement très fort aussi du marché de l'art à Hong Kong, qui contribue à dynamiser aussi cette image de Hong Kong comme centre culturel et non pas seulement un centre économique ou financier. Il y a beaucoup de galeries multinationales, je crois, ici à Hong Kong. Énormément de galeries qui se sont implantées, là encore, probablement plus sur les 10 dernières années qu'auparavant. Le marché de l'art, en fait, a connu une croissance particulière ici à Hong Kong, avec un nombre de foires internationales qui se sont installées. Et dans leur sillage, bien sûr, il y a toute une série de galeries internationales qui ont développé leurs activités ici, notamment des galeries françaises. Hong Kong a été témoin d'énormes changements économiques au cours des 20 dernières années. Avec son système bancaire et juridique solide, la ville a été classée comme l'une des économies les plus libres au monde. Hong Kong a connu une croissance modérée et stable de son PIB depuis son retour à la Chine en 1997 et les conditions de vie des Hongkongais se sont également améliorées. Mais qu'en est-il si l'on compare la ville à la partie continentale de la Chine? Le PIB de Hong Kong a connu une croissance moyenne de 3,2% par an depuis son retour en 1997, tandis que les taux de croissance sur la même période pour Shanghai et Guangzhou étaient eux de 6,7 et 8%. Les statistiques officielles montrent que le revenu annuel des habitants de Hong Kong en 2014 a augmenté de 5,3%, tandis que celui des habitants de la partie continentale a connu des pourcentages un peu plus élevés, 8,8% pour Shanghai et 8,5% pour Guangzhou. Le PIB de Hong Kong représentait un peu plus de 18% du PIB de la partie continentale en 1997. Ce pourcentage est tombé à moins de 3% presque 20 ans plus tard en raison de la rapide croissance économique de la partie continentale. Et quel est votre point de vue sur le développement de Hong Kong depuis ces 20 dernières années? Écoutez, ça a été un développement assez extraordinaire. Alors, il y a eu peut-être deux phases. Les premières 10 années qui ont suivi la rétrocession de 1997 à 2007 ont été des années assez mouvementées. D'abord, Hong Kong devait trouver bien sûr sa place dans cette nouvelle configuration, un pays de système, mais surtout il y a eu deux chocs très violents. Un premier choc économique qui a été la crise financière asiatique qui a frappé Hong Kong comme une bonne partie de l'Asie dès l'automne 97 et qui a été particulièrement difficile, mais dont Hong Kong s'est remis quelques années plus tard. Et puis un deuxième choc, cette fois-ci, qui était lié au SRAS, qui a aussi beaucoup secoué l'économie hongkongaise. Et finalement, Hong Kong a montré sa force et sa résilience, puisque depuis la fin de ces crises, Hong Kong a connu une croissance quasi ininterrompue, sauf une année qui a suivi la crise financière mondiale de 2008, mais tout de suite après, tout est reparti. Et donc la deuxième décennie a été celle vraiment d'une consolidation, de l'affirmation du rôle de Hong Kong comme porte d'entrée vers la Chine, mais aussi comme porte de sortie de la Chine vers le reste du monde. L'affirmation, je crois, d'une place financière internationale indispensable, non seulement dans la région, mais qui évidemment pèse également au niveau mondial. Et puis, tout simplement, une ville qui a su se transformer, même sur un plan physique, puisque nous avons vu un nombre très important d'infrastructures se construire sur les 10 dernières années, une intégration croissante avec le delta de la rivière des Perles, et puis une économie qui a tout simplement cru de manière absolument significative.
Et je sais qu'avant d'être à Hong Kong, vous travaillez aussi à Pékin il y a quelques années. Donc, quelles sont vos impressions sur les échanges commerciaux entre la partie continentale de Chine et la RS de Hong Kong? Alors oui, j'ai effectivement travaillé plus de 6 ans à Pékin. Les échanges commerciaux, bien sûr, se sont confortés sur les 20 dernières années, c'est une évidence. Les statistiques sont là aussi pour le démontrer. En matière d'investissement, c'est vrai qu'historiquement, les projets en Chine ne passaient pas toujours par Hong Kong. Et depuis qu'il y a eu l'adoption d'abord d'une convention fiscale, la mise en place du traité CEPA, il y a eu une utilisation beaucoup plus systématique de Hong Kong comme une porte d'entrée vers la Chine. Et puis bien sûr, ces dernières années, c'est le mouvement inverse que nous avons pu constater, c'est-à-dire la projection de la Chine continentale vers l'étranger, qui s'est beaucoup fait par l'intermédiaire de Hong Kong. Alors ça s'est traduit bien sûr sur la place financière. On sait que 60%, je crois, des sociétés cotées à Hong Kong aujourd'hui sont des sociétés d'origine de Chine continentale, mais aussi le développement du renminbi. Hong Kong est une place de premier choix pour l'internationalisation du renminbi. Ça contribue aussi, bien sûr, à l'accroissement des échanges. C'est vrai pour l'utilisation du renminbi comme monnaie de paiement des transactions, mais aussi, bien sûr, du renminbi comme monnaie de financement. Et ça s'est accentué bien sûr sur les 3-4 dernières années. Et avec aujourd'hui ce que l'on appelle le Stock Connect et puis le Bond Connect, qui sont les liens qui ont été créés sur le marché des actions et le marché des obligations entre Shenzhen, Shanghai et puis Hong Kong bien sûr, les flux ont vocation à continuer à croître de manière exponentielle. Et selon vous, quelle est l'importance de Hong Kong dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route? One Belt, One Road, la ceinture et la route, c'est une initiative encore qui en est à ses prémices. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour Hong Kong de se positionner très tôt comme un super connecteur en fait, un rôle qui est assez naturel puisque aujourd'hui on sait que Hong Kong est une porte d'entrée et de sortie et vers la Chine. Et dans ce contexte-là, la ceinture et la route, c'est une autre manifestation de cette capacité de projection de la Chine à l'international. Pour Hong Kong, l'enjeu, ça va être de trouver naturellement sa place dans la structuration des projets et l'accompagnement. Le projet La ceinture, la route couvre des réalités géographiques, politiques et économiques évidemment très diverses. Donc le rôle de Hong Kong sera plus naturel sur certaines zones peut-être que d'autres. Mais néanmoins, les secteurs qui ont fait la force de Hong Kong sont aussi ceux qui ont vocation à être très présents dans le développement de cette initiative. Je pense notamment aux infrastructures, au transport, à la logistique, à la construction et puis bien sûr le commerce. Et dans ces secteurs-là, les entreprises hongkongaises et les entreprises internationales et chinoises qui sont basées à Hong Kong ont pu déjà voir à quel point Hong Kong était leader dans ces domaines-là et certainement capable d'accompagner l'initiative. Et alors, pour finir, oui. Quelle perspective envisagez-vous sur les 20 prochaines années à Hong Kong? 20 prochaines années, c'est bien évidemment difficile d'avoir une vision aussi long terme, mais ce qu'on peut dire sur les prochaines années déjà, c'est les opportunités immédiates qui s'offrent à Hong Kong. C'est bien sûr une ceinture, une route, avec donc One Belt, One Road, qui devrait permettre à Hong Kong de servir de super connecteur entre la Chine et le reste du monde par l'intermédiaire de projet colossal, à la fois en matière d'infrastructure et de commerce. Et puis c'est certainement la redéfinition de la place de Hong Kong dans cette région du delta de la rivière des Perles, avec une intégration économique croissante, une intégration aussi en matière d'infrastructure, avec les ponts qui sont en train d'être finalisés.
Et donc un rôle de Hong Kong qui se replace par rapport à cette zone extrêmement dynamique de la Chine. Alors, merci beaucoup à nos chers téléspectateurs d'avoir apprécié l'émission spéciale de Hong Kong. Au revoir. Au revoir.